Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce petit cocon, c'est aussi certaines contraintes. C'est à quel point, puis là, ce que j'aime du livre, c'est qu'il parle de sa vie, il parle du Québec, mais il va assez loin aussi dans la réalité cinématographique. Visiblement, Ismaël Oudassine et toi, Olivier Bourque, êtes deux passionnés de cinéma. On parle de type de plan, de contraintes, d'éclairage, de façon dont il a aussi voulu voyager léger dans ses œuvres pour se garder aussi une part de contrôle artistique et sa garde rapprochée, là. Oui. Puis beaucoup d'improvisation également. Oui. Comment ça se passait? Je vais te donner un exemple, Valérie. Je vais te donner un exemple, parce que sa libération, entre guillemets, là, qui enlève la technique, là, qui est lag, là, c'est à partir de Café de Flore. Oui. Parce qu'il y a des trisomiques, puis il faut c'est pas travailler comme avec un acteur, je dirais professionnel, là. Il fallait prendre ce que les acteurs trisomiques lui donnaient. Donc, à partir de ce moment-là, il se libère, entre guillemets. Il décide d'enlever de la technique. Les Dallas Buyers Club, c'était ça. Puis Matthew McConaughey le disait, il laissait tourner la caméra 20, 25, 30 minutes. Puis les acteurs, allez, on joue. Très petite équipe autour de lui. Allez, on se déplace. Allez, bon, ici, comme ça, là, viens. C'était comme ça, c'était quasiment comme de l'improvisation. Et ça a été comme ça après ça, tout le reste de sa carrière américaine. Et tant qu'à faire, c'était plus brouillard, peut-être même sur le tournage, mais il réglait ça en post-production après, là. Parce qu'il était passionné de montage. D'ailleurs, faut rappeler Matthew McConaughey et Jared Leto, quand même, un doublé aux Oscars cette année-là pour Dallas Buyers Club. C'est incroyable. Il a été souligné. Il a dit, je pense que c'est même toi, Olivier, qui le disait, c'était dans le livre, mais à un moment donné, tu dis, en entrevue, il a été ce moment le plus grand directeur d'acteurs au monde pendant un moment. Il le serait resté. C'est très touchant et on lit ce livre-là puis on se dit, voyons, à 58 ans, il aurait tellement pu en faire. On voit son regard avec le lien avec le conseil, la transmission à la nouvelle génération. Il travaillait sur un scénario de John and Yoko, sur John Lennon, Yoko Ono. On voudrait voir ce biopic. Ça traverse le livre, ça, de se dire, qu'est-ce qu'on a manqué de Jean-Marc Vallée? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Oui, tout à fait. Puis tu soulignes aussi à juste titre, Valérie, John et Yoko, ça, parce que le film, évidemment, il allait le tourner, c'était quelques mois plus tard. Là. Il a fait quelques semaines donc après son décès. Là. Ça devait être en début 2022. Et nous, le film n'a pas vécu, évidemment, parce que ça n'a pas été fait, mais on a voulu faire vivre. Là. Alors, donc, on fait vivre un peu lorsqu'il va rencontrer Yoko Ono, par exemple, à New York. Il a été adoubé par Yoko Ono. Ouais. Puis après ça, un des grands passages, ça allait tourner ça à Montréal. La passion de la voile pour John Lennon. Alors, tout ce qu'on était capable de glaner comme information, on l'a mis dans ces chapitres-là, un peu pour faire vivre ce film qui, malheureusement, ne verra jamais le jour. Et qui est arrivé à un moment, on le rappelle, son décès subit, donc un malaise cardiaque dans sa toute nouvelle maison, le jour de Noël, lui qui aimait Noël en plus. Donc, c'est un moment aussi de sa vie où il était, on parlait un peu bon, c'est quand même quelqu'un qui avait de l'anxiété, il était très exigeant envers lui et les autres, et il semblait assez apaisé aussi à cette période-là. Donc, ça aurait été un très grand film, sans aucun doute, John et Yoko. Ah oui, absolument. Marc-André Grondin l'avait dit aussi. On a pu parler aussi à Marc-André Grondin. Puis même Denis Villeneuve nous disait qu'il était apaisé à la fin. Il venait d'acheter sa maison, et puis il était... on sentait qu'il y avait une plénitude qui était arrivée, puis j'ai l'impression que John et Yoko, ça allait lui donner encore plus, là. Cette paix, là, il avait réussi, dans le fond. Il avait réussi ce qu'il voulait, c'est-à-dire de mettre ses pieds, puis de mettre ses pieds directement dans le sable, j'allais dire, à cette position où il restait, mais également dans tout le monde de Hollywood, il avait réussi également. À sa manière, avec son humilité, ses façons de faire. Olivier Bourque, c'est passionnant ce livre, donc, de Crazy Hollywood, le destin rock'n'roll d'un cinéaste mythique. Ce cinéaste, c'est Jean-Marc Vallée, écrit avec Ismaël Oudassine chez Libre Expression. On a entendu Vanessa Paradis qui signe la préface en chanson avant notre entrevue. On termine avec Space Oddity. Un mot sur l'importance de cette chanson dans Crazy. Ça l'a même relancé, la chanson au Québec, hein? Oui, tout à fait. Oui, Space Oddity. Puis comme on disait, c'était au départ dans le scénario, c'était une autre chanson, mais c'est vraiment Jean-Marc qui voulait l'avoir. Puis soit dit en passant, peut-être juste en terminant rapidement,
Il y en a que ça a été très, très long, aller chercher les droits musicaux. Sympathy for the Devil, ça a coûté 150 000. Oui, c'est vrai. Oui. Ils ont dû aller négocier avec Méchant Klein, qui était donc manager à une certaine époque là, des Rolling Stones. Mais pour David Bowie, ça s'est fait très, très rapidement. Et à chaque fois que j'entends Space Oddity, évidemment, Valérie, moi, je pense à Crazy. Absolument. Alors, on va penser longtemps, Jean-Marc Vallée. Merci, Olivier Bourque, auteur de Vallée chez Libre Expression. Ça a vraiment été un plaisir, Valérie. Merci beaucoup. Là. Merci. Bonne journée. Plaisir partagé.